J'avais tout juste reçu ma nomination comme directrice lorsque ma belle-mère m'a secrètement immobilisé et rasé la tête au milieu de la nuit, uniquement à cause de son idéologie selon laquelle les femmes doivent rester à la maison pour servir leur mari. J'ai immédiatement pris le rasoir électrique et rasé moi-même le reste de mes cheveux, j'ai souri et j'ai soumis ma lettre de démission. Et puis, en seulement 24 heures, j'ai coupé toutes leurs sources de revenus, poussant toute la famille de mon mari dans un abîme où vivre était pire que mourir. Pourquoi une belle fille comme moi, qui s'était tuée au travail pour soutenir toute une famille, s'est-elle transformée en démon? Un chaleureux salut à tous ceux qui nous écoutent à nouveau sur la chaîne Harmonie Atome. Aujourd'hui, nous vous invitons à écouter une histoire pleine de douleur, pleine de patience et qui donne beaucoup à réfléchir. Si cette histoire vous émeut, vous aide à mieux comprendre ou vous permet de tirer une leçon pour vous-même, veuillez liker, partager et vous abonner à la chaîne pour nous donner l'impulsion nécessaire afin de continuer à vous apporter des histoires humaines chaque jour. La porte de la chambre s'est entr'ouverte et le grincement des gonds non huilés a déchiré le silence de la nuit d'un son sinistre. J'étais épuisé après une longue journée à gérer des montagnes de comptabilité et la fête de célébration de ma nouvelle position de directrice commerciale de la nouvelle succursale. Les verres de vin en mon honneur et les poignées de main des partenaires avaient épuisé jusqu'à la dernière goutte de mon énergie. Quand je suis rentré à la maison, j'ai à peine eu le temps d'enlever mon tailleur de bureau, de me démaquiller et de m'effondrer sur le matelas moelleux, sombrant dans un sommeil profond et sans rêve. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Dans mon demi-sommeil, j'ai senti une main rugueuse appuyer fort sur mon front, écrasant ma tête contre l'oreiller. Au même moment, quelque chose de métallique et glacé bourdonnait et glissait avec force sur mon cuir chevelu. Accompagné de cela, un bourdonnement constant et monotone résonnait comme un essaim d'abeilles en colère à côté de mon oreille. Un courant d'air de la climatisation frappait directement ma tête nue, me donnant des frissons. L'odeur des cheveux brûlés par friction m'a frappé directement dans le nez. Mon instinct de survie m'a réveillé. J'ai ouvert les yeux, hébété. La chambre était sombre. Seule la lumière jaunâtre des lampadaires filtrait à travers les interstices des rideaux. Mais cette lumière suffisait à voir une ombre noire penchée au bord de mon lit. Cette ombre tenait un petit objet qu'elle déplaçait de haut en bas au-dessus de ma tête. Une par une, les mèches de mes cheveux ondulés, la fierté que j'avais soigneusement entretenue pendant des années, tombaient éparpillées, glissant sur mes épaules et couvrant le drap blanc comme neige. Ah, qui est-ce? Lâchez-moi, ai-je crié de toutes mes forces, luttant pour enlever la main qui tenait mon front. J'ai reculé en utilisant l'oreiller comme bouclier. Mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'exploser hors de ma poitrine. Ma main tremblante cherchait l'interrupteur sur le mur. Clic. La lumière blanche et aveuglante du tube fluorescent a clignoté, dissipant l'obscurité et révélant une scène qui a figé le sang dans mes veines. Debout à côté de mon lit n'était ni un voleur, ni un pervers qui s'était introduit de l'extérieur. C'était ma belle-mère, Asuncion. Elle portait son pyjama de soie bordeaux et son visage âgé était tordu en une masse de rides. Ses yeux me fixaient sans cligner. Le plus terrifiant était qu'elle tenait dans sa main un rasoir électrique du type que mon mari utilisait pour raser sa barbe. Le rasoir avait encore sa lumière rouge allumée et émettait un bourdonnement sourd à ses pieds, sur le tapis de laine coûteux et sur l'oreiller où je venais de dormir gisaient des touffes de mes longs cheveux noirs comme des cadavres. J'ai rapidement porté mes mains à ma tête, elle avait disparu. Mes doigts touchaient directement la peau inégale et rugueuse de mon cuir chevelu, couverte de mèches inégales. On m'avait rasé presque plus de la moitié de la tête. Une bande blanche et nue s'étendait de la nuque au front. Un sentiment d'horreur, d'humiliation et d'indignation a explosé en moi comme un volcan. J'ai regardé la femme devant moi, tremblant de la tête aux pieds, la poitrine se soulevant et retombant tandis qu'elle luttait pour respirer. « Maman, qu'est-ce que tu fais au juste? Es-tu devenue folle? Pourquoi m'as-tu rasé la tête? Pourquoi cries-tu autant? Et, petite fille, veux-tu que tout le quartier se réveille pour te voir manquer de respect à ta belle-mère? Oui, je t'ai rasé la tête. Et alors? L'attitude effrontée et provocante d'Asuncion m'a laissé sans voix. Elle ne montrait pas la moindre trace de détresse ou de remords pour avoir été surprise en train de commettre un acte aussi cruel d'agression physique. Elle a éteint le rasoir avec un clic sec, le jetant sur ma coiffeuse avec un bruit métallique. Elle a croisé les bras et m'a regardé avec dédain. C'est mon corps. De quel droit surveilles-tu mon sommeil pour faire cette chose vile? Que ai-je fait de mal pour mériter d'être traité comme un animal? De quel droit? Du droit d'être ta belle-mère. Je suis la matriarche de cette maison.
Tu penses que tu es si grande parce que tu as été promue directrice. Tu pars tôt et rentres tard. Tu sors boire avec tes associés masculins. Tu as abandonné les tâches ménagères. Tu regardes de haut mon Ruben. Une femme mariée devrait connaître sa place. Les femmes sont faites pour s'occuper des enfants et servir la famille de leur mari. Pourquoi te donnes-tu tant de mal avec ces boucles et ces cheveux bien entretenus? Pour séduire. C'est pour ça que je t'ai rasé la tête, pour te faire perdre l'envie de parader. À partir de demain, tu restes à la maison. C'est fini pour être directrice. Essaies-tu de piétiner mon fils? Chacun de ces mots, tranchant comme un rasoir, bourdonnait dans mes oreilles. C'était une humiliation absolue. C'était moi qui apportais l'argent à la maison. J'étais arrivé là où j'étais par mes propres capacités, avec ma sueur et mes larmes. Cette maison de ville de 4 étages dans l'un des meilleurs quartiers de Madrid, chaque brique, chaque canapé, même l'argent pour les factures et les courses quotidiennes de cette famille provenait de mon compte bancaire. Et qu'en était-il de Ruben, son fils préféré, un homme de 35 ans qui se vantait d'être chef de département dans une agence de communication, mais qui n'était en réalité qu'une façade, avec un salaire misérable? Chaque mois, il demandait de l'argent pour ses déjeuners d'affaires et ses sorties. Il vivait comme un parasite, s'accrochant à moi pour satisfaire sa vanité. Et pourtant, aux yeux des Asunción, je n'étais rien de plus qu'une femme ordinaire qui devait être rasée et enfermée dans la cuisine. Les cris de 2 femmes au milieu de la nuit ont réveillé Ruben. La porte de la salle de bain s'est ouverte et il est entré, portant encore le pyjama de soie coûteux que j'avais acheté le mois précédent avec ma prime. En me voyant recroquevillé dans le lit, avec la tête rasée à l'arrière et mes cheveux éparpillés partout, tandis que sa mère se tenait au milieu de la pièce avec un air provoquant, Ruben s'est figé pendant 3 secondes. Je l'ai regardé avec un mélange de supplication et d'indignation extrême. J'attendais que mon mari me défende, qu'il crie de rage face à cette brutale attaque psychologique. Ruben, regarde ce que ta mère m'a fait. Elle m'a secrètement rasé la tête pendant que je dormais. Tu es mon mari. Dis quelque chose de correct. Ta mère est complètement folle. Mais Ruben a simplement froncé les sourcils. Il n'est pas venu m'enlacer. Il n'a fait aucun geste pour arrêter ou reprocher à sa mère. Il est allé à la coiffeuse, a ramassé le rasoir, l'a examiné, en soupirant, a dit, pour l'amour de Dieu, Alan, pourquoi fais-tu tout ce chahut au milieu de la nuit pour quelque chose d'aussi trivial? Maman est allée un peu trop loin, mais en fin de compte, elle l'a fait parce qu'elle se soucie de cette maison. Dernièrement, tu as trop travaillé, tu négliges les repas et la maison est toujours froide. Comme tu ne l'écoutais pas, il a fallu qu'elle utilise la manière forte. Les cheveux repoussent en quelques mois. Ce n'est pas si grave. Tu n'as pas besoin de crier et de pleurer comme si la maison était en feu. J'étais figé. Je sentais comme si quelqu'un venait de frapper mon cœur avec une masse, brisant mes derniers espoirs. Une main ferme est une absurdité. Il appelait une main ferme dans un cas d'agression physique et d'humiliation de la dignité de sa femme. Et ce n'est pas si grave. Que as-tu dit? Que les cheveux repoussent. Et qu'en est-il de mon honneur et de ma position dans l'entreprise? Comment vais-je affronter le bureau demain pour voir mes employés, mes partenaires, le conseil d'administration? Avec la tête rasée comme ça. Vous avez tous conspiré pour me coincer, n'est-ce pas? Tu vois, Ruben, il ne pense qu'à son entreprise, à ses partenaires. Cette maison ne se soucie de rien. Son honneur est plus important que la réputation de la famille de son mari. Écoute-moi bien, Alan. Tu soumettras ta lettre de démission demain. Tu restes à la maison, tu me donnes un petit-fils et tu te consacres aux courses et à la cuisine pour ton mari. Ruben est devenu si maigre ces derniers temps parce que tu ne sais pas t'occuper de lui. Si tu n'obéis pas, je lui dirai de préparer les papiers de divorce et de te mettre à la porte de cette maison. J'ai regardé la mère et le fils, une belle-mère cruelle et avide qui vivait comme une reine avec l'argent de sa belle-fille, mais qui agissait toujours comme si elle avait le droit de décider de sa vie et de sa mort. Un mari lâche, hypocrite et faible qui se cachait derrière sa mère, mais qui adorait jouer le maître de maison. À ce moment-là, l'atmosphère étouffante de la chambre m'étouffait. Toute ma patience, tous mes efforts pour construire cette famille au cours des 3 dernières années s'étaient transformés en une mauvaise blague. J'avais essayé d'être une bonne belle-fille, en donnant à Asunción 1500 € par mois pour ses dépenses, sans compter l'argent pour les courses. J'avais acheté à Ruben tout, des sous-vêtements à une voiture haut de gamme,
afin qu'il puisse se vanter auprès de ses collègues. Je pensais que si j'étais sincère, si je me sacrifiais, il comprendrait et apprécierait, mais je me trompais de la manière la plus misérable. Mon sacrifice à leurs yeux n'était simplement que mon devoir. Ils me voyaient comme une machine à faire de l'argent, et quand cette machine a commencé à avoir sa propre voix, un statut social plus élevé que celui de leur fils, ils ont eu peur. L'ego de certains parasites était blessé. Ils avaient peur que je ne fasse de l'ombre à Ruben, alors ils ont eu recours à la méthode la plus basse et la plus sale pour détruire ma fierté, pour me traîner à leur niveau de médiocrité. Je me suis baissé et j'ai ramassé une longue mèche de mes cheveux sur le sol, la serrant dans mon poing. Mes articulations ont blanchi et mes ongles se sont enfoncés dans la paume de ma main jusqu'au sang. Mes larmes avaient séché. L'indignation initiale a rapidement été remplacée par un froid et une lucidité terrifiants. J'ai lentement levé la tête et regardé Ruben et Asuncion. Je ne criais plus. J'ai rassemblé tous les cheveux du lit, en effet une boule et les jeté à la poubelle. Puis je me suis levé et j'ai marché pieds nus jusqu'à me tenir devant Asuncion. J'ai esquissé un léger sourire. Maman a raison. Pourquoi une femme se tuerait-elle au travail en dehors de la maison? Les cheveux sont déjà rasés. Même si je voulais aller travailler demain, je n'oserais pas me présenter au bureau pour être ridiculisé. Asuncion et Ruben se sont regardés avec une expression de surprise mêlée à une immense satisfaction. Ils croyaient que leur attaque brutale avait complètement écrasé ma résistance. Ils pensaient que l'oiseau chanteur, avec ses ailes arrachées, se recroquevillerait effrayé, pleurant et se soumettant à leur volonté dans la cage. C'est comme ça que j'aime ça, chérie, que tu comprennes les choses. Une femme ne vaut que par son mari. Être directrice ne sert à rien si ta famille s'effondre. Demain, je t'emmènerai au supermarché acheter de nouveaux ustensiles de cuisine. Tu restes à la maison, tu nettoies et tu prépares à manger pour maman et moi. Je m'occuperai de l'argent. Tu n'as à te soucier de rien. C'est comme ça qu'il faut parler. Si tu es docile, tu vivras bien. Sinon, dehors dans la rue. Bon, il est tard. Je vais dans ma chambre dormir. Demain, souviens-toi de te lever à 5h30 pour aller au marché acheter des os de bœuf pour préparer un bon ragoût pour le petit déjeuner de Ruben. Dernièrement, il se plaint que le ragoût des restaurants contient trop de glutamate et lui donne mal à la tête. Tu ferais mieux de bien le faire. Asuncion m'a donné l'ordre avec arrogance et s'est tournée pour quitter la chambre, paradant comme une reine qui venait de soumettre une rebelle. Ruben a aussi bâillé, s'est mis au lit, s'est couvert avec la couverture jusqu'à la poitrine et a fermé les yeux pour continuer à dormir comme si rien ne s'était passé, ignorant sa femme qui restait debout au milieu de la chambre avec la tête fracassée. Je suis resté immobile, regardant le dos de ce mari lâche qui ronflait déjà. D'accord. Vous voulez que je démissionne? Vous voulez que je reste à la maison comme votre servante? Je vais vous suivre jusqu'au bout. Mais, Ruben, tu dis que tu t'occupes de l'argent. Avec ton salaire de 1800 € par mois. Tu n'as même pas assez pour l'essence de la voiture, les cafés et les dettes de carte de crédit. Comment vas-tu entretenir une maison dont les dépenses mensuelles s'élèvent à 4000 €? Et toi, maman, aimerais-tu un ragoût madrilène cuit lentement par ta belle-fille? Très bien, on verra demain matin. Quand ton portefeuille sera vide, quand ta belle-fille ne se séparera pas d'un seul centime, comment vas-tu acheter les os? Et avec quoi vas-tu saucer le bouillon? Je suis allé directement à la salle de bain et j'ai verrouillé la porte. Je me suis tenu devant le grand miroir, observant mon visage pâle et mes cheveux rasés par endroits, qui me donnaient une apparence monstrueuse, comme celle d'une malade. J'ai ramassé le rasoir qu'elle avait jeté, les branché et les allumé. Le bourdonnement a retenti à nouveau. J'ai rasé les mèches restantes de ma propre main. Les cheveux sont tombés dans le lavabo. J'ai continué jusqu'à ce que ma tête soit complètement lisse. Je me suis regardé dans le miroir. Je n'avais plus mes cheveux féminins ondulés, mais mon regard était plus tranchant et plus ardent que jamais. J'ai pleuré mes cheveux, mais à partir de ce soir, je ferai pleurer du sang à toute cette famille pour m'avoir touché. J'ai ouvert l'application de ma banque sur mon téléphone portable. Mes doigts ont glissé rapidement et décisivement sur l'écran. J'ai transféré les 300 000 € entiers d'économie du compte joint, argent que j'avais gagné et économisé moi-même, vers un compte secret au nom de ma mère. Ensuite, je suis allé à la section de gestion des cartes et j'ai annulé définitivement les 2 cartes supplémentaires que j'avais données à Ruben et Asuncion pour leurs achats. Enfin,
J'ai annulé tous les ordres de prélèvement automatique pour les factures d'électricité, d'eau et d'internet de la maison. Une fois le robinet financier coupé, j'ai ouvert l'application de messagerie et j'ai écrit un message à mon assistante de confiance au bureau. Annule toutes les réunions de demain. Je travaillerai depuis la maison pendant un moment. Dis au PDG que j'ai demandé un congé pour une affaire familiale urgente. Je donnerai toutes les instructions par email. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé mes yeux dans le miroir une dernière fois. Le jeu venait de commencer. Vous m'avez coupé les cheveux, je couperai vos moyens de subsistance. Voyons combien de temps durera votre attitude de « bonne famille » et votre arrogance sans l'argent gagné à la sueur de cette belle fille. Le lendemain matin, quand les premiers rayons du soleil ont filtré par l'interstice du rideau, je me suis levé. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir l'armoire, de choisir un grand foulard de soie noire et d'envelopper soigneusement ma tête maintenant lisse. Je me suis regardé dans le miroir, je n'avais plus le regard tranchant d'une directrice. Au fait, j'ai laissé mon visage pâle et sans maquillage, en ajoutant un peu d'ombre grise sous les yeux pour ressembler à quelqu'un complètement vaincu émotionnellement. Je suis descendu en traînant délibérément mes pieds nus sur le parquet pour produire un son languissant. Dans la cuisine, Asuncion était déjà réveillée, mais elle ne cuisinait pas. Elle était assise les jambes croisées sur une chaise en mangeant des graines de tournesol, me regardant avec un mélange de curiosité et de délice. Quand elle m'a vu avec la tête couverte, elle a laissé échapper un rire moqueur. « Regarde, sans cheveux, avec ce chiffon sur la tête, tu ressembles à l'une de ces gitanes qui vendent de la ferraille au marché aux puces. » Elle m'a demandé si j'avais déjà soumis ma démission ou si je m'accrochais encore au poste de directrice pour continuer à flirter avec les hommes. J'ai baissé la tête, feignant de retenir mes larmes, et d'une voix tremblante j'ai répondu « J'ai déjà envoyé l'email de démission au PDG hier soir. Je ne peux pas affronter le retour au travail. À partir de maintenant, je resterai à la maison pour m'occuper de toi et de Ruben. » En entendant mes mots, les yeux d'Asuncion ont brillé comme les phares d'une voiture. Elle s'est tapé la cuisse et a exclamé joyeusement « C'est comme ça qu'une femme doit être, si tu connais ta place, la maison sera en paix. » Puis, avec un geste autoritaire, elle m'a ordonné de prendre la voiture et d'aller immédiatement au marché lui acheter des os de bœuf pour le ragouer, pendant que j'y étais, d'acheter du jambon ibérique nourri au gland, parce que dernièrement elle se sentait un peu faible. J'ai hoché la tête, mais en me frottant les mains, j'ai dit d'une voix brisée, « Hier soir, j'ai tellement pleuré que maintenant j'ai le vertige, sur le point de m'évanouir. Je pense que je vais devoir aller dans ma chambre et me reposer un moment. Tu peux utiliser la carte de crédit supplémentaire que je t'ai donnée pour les achats. Tu connais déjà le mot de passe. » Asuncion, ravie à l'idée de pouvoir utiliser la carte à sa guise, n'a même pas remarqué à quel point j'avais l'air mourante. Elle a pris le sac à main de créateur que je lui avais offert et est sortie de la maison en paradant. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Dès que la porte s'est refermée, mon expression de souffrance a disparu. Remplacé par un demi-sourire froid, j'ai sorti de ma valise un ordinateur portable de secours, un routeur 4G portable et une boîte de cookies que j'avais cachée. J'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé la réunion en ligne avec le conseil d'administration. Le PDG a pleinement compris ma demande de travailler depuis la maison pendant une semaine pour des raisons de santé liées à l'entreprise. Quelqu'un qui générait autant de revenus que moi pouvait travailler n'importe où, tant qu'il livrait des résultats. Pendant que je savourais un café et m'occupais des affaires professionnelles dans ma chambre fraîche, une tragicomédie mettant en scène ma belle-mère se déroulait au marché des merveilles. Grâce aux notifications de l'application bancaire, j'ai pu suivre tous ses mouvements. Asuncion est allée directement au plus grand étal de viande, où elle se vantait habituellement d'avoir une belle-fille directrice. Avec un air arrogant, elle a demandé au boucher 3 kg des meilleurs os de bœuf et 2 kg de jarrets de bœuf. Puis elle est allée à l'étal de fruits de mer de luxe et a ajouté un couple d'araignées de mer qui coûtait presque 200 €. Elle pensait que même si j'avais démissionné, l'argent sur la carte serait encore là, alors elle a dépensé sans réfléchir. En payant, Asuncion a sorti avec arrogance la carte de crédit noire et l'a donnée à l'employé. Le lecteur de carte a indiqué transaction refusée. Le vendeur a froncé les sourcils et a essayé une deuxième et une troisième fois. La machine continuait d'afficher le même message. Carte bloquée. Assise à la maison, regardant les notifications de transactions échouées à cause d'une carte bloquée définitivement, je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Asuncion a dû rougir de colère. D'après ce qu'une voisine commère m'a raconté plus tard, elle a commencé à se disputer bruyamment avec le vendeur, insultant la machine et la banque,
mais quand l'employé, avec un ricanement de mépris, lui a arraché le sac avec les araignées de mer et la viande, marmonnant « Si tu n'as pas d'argent, ne fais pas la riche ». Beaucoup de robes de soie, mais elle n'a même pas 30 €. Asuncion n'a eu d'autre choix que d'avaler sa fierté et de rentrer à la maison avec le panier vide sous le soleil brûlant de midi. Au même moment, dans un restaurant luxueux de la rue Serrano, Ruben subissait une humiliation similaire. Il avait invité un responsable crédit de banque et plusieurs associés importants à déjeuner pour réseauter. Ces repas coûtaient habituellement des centaines d'euros, et je les payais, où il utilisait ma carte supplémentaire et se vantait ensuite que c'était son budget pour les frais de représentation. J'imagine qu'il mangeait et buvait jusqu'à en être gavé, commandait des vins chers et agissait comme s'il se faisait plaisir. Quand le serveur a apporté l'addition, qui s'élevait à presque 500 €, Ruben a sorti avec indifférence la carte que je lui avais donnée. Et bien sûr, le résultat a été le même que celui de sa mère. Le lecteur de carte a donné une erreur. Mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. 1, 2, 10 appels manqués de Ruben. Il m'a envoyé une rafale de messages, écrits à la hâte et plein d'erreurs à cause de la panique. Il me demandait pourquoi la carte était bloquée, exigeant que je lui transfère 600 € immédiatement parce qu'il était devant ses associés et que s'il ne payait pas, il perdrait toute crédibilité. J'ai regardé l'écran clignotant de mon téléphone et je l'ai simplement éteint. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis étiré. Crédibilité. Tu m'as rasé la tête, tu m'as dépouillé de mon estime de soi. Aujourd'hui, je vais arracher ton masque de fausse apparence pour voir comment un parasite se tord quand son approvisionnement est coupé. Cette nuit-là, quand je suis descendu, la cuisine était sombre, sans odeur de nourriture. Asuncion était assise sur le canapé, le visage gonflé et les cheveux ébouriffés d'avoir marché au soleil. Ruben venait d'arriver avec sa chemise froissée et le visage rouge de honte. Dès qu'il m'a vu, il s'est jeté sur moi comme un animal sauvage, sur le point de me gifler, mais s'est arrêté en voyant mon regard glacial. Il m'a crié dessus, me demandant ce que diable j'avais fait pour faire bloquer la carte, disant qu'il avait dû emprunter de l'argent à ses collègues pour payer la nourriture, faisant rire ses associés de lui. Asuncion a rejoint le chœur, m'accusant d'avoir tendu un piège pour que les vendeurs du marché l'insultent en l'appelant affamé. Calmement, je me suis versé un verre d'eau, j'en ai pris une gorgée et, de la voix la plus faible et la plus innocente que je pouvais prendre, j'ai dit, ce matin, j'ai soumis ma démission, exactement comme toi et maman le vouliez. Voyant que je partais si soudainement, l'entreprise a temporairement gelé mon compte de paie pour évaluer mes dettes. Et comme je n'ai plus aucun revenu vérifiable, la banque a bloqué définitivement ma carte de crédit en raison du risque de défaut de paiement. J'ai cligné des yeux, regardant Ruben, et j'ai forcé une fausse larme en lui rappelant ses paroles de la nuit précédente. N'étais-tu pas celui qui se frappait la poitrine hier soir, en disant que dorénavant tu t'occuperais de l'argent? Maman n'a-t-elle pas dit que je devais juste rester à la maison à balayer et nettoyer? Je suis au chômage, je ne peux même pas subvenir à mes propres besoins. Et avec les cartes bloquées, où vais-je trouver de l'argent pour vous en donner à toi et à maman? À partir de demain, l'argent pour les courses et les dépenses ménagères dépendra de ton salaire de 1800 €, chérie. En m'entendant, le visage de Ruben est devenu complètement pâle. Il a reculé et s'est effondré sur le canapé. Sa promesse de s'occuper de l'argent avait été la bravade d'un fanfaron qui pensait avoir mon compte bancaire à sa disposition. Maintenant, face à la dure réalité, il réalisait que son salaire de 1800 € ne suffisait même pas à couvrir les factures d'électricité, d'eau et de gaz chaque mois. J'ai couvert mon visage, feignant de pleurer, et j'ai couru dans ma chambre, laissant ma mère et mes enfants assis dans l'obscurité. Ils auraient faim cette nuit-là, mais la fin d'aujourd'hui n'était que le début. Le vrai cauchemar pour cette misérable famille venait de commencer. Les jours suivants se sont écoulés dans une atmosphère si épaisse et tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. La vérité longtemps cachée que cette famille de la haute société vivait de l'argent de sa belle-fille a été exposée de la manière la plus brutale. Au début du mois, les factures sont arrivées comme une salve de sentence de mort. La facture d'électricité, avec la chaleur estivale, dépassait 250 € parce que Asuncion laissait la climatisation allumée 24 heures sur 24. La facture d'eau était presque de 60 €, plus les frais de copropriété, internet et télévision par câble. J'ai rassemblé tous ces papiers et les ai fixés avec un aimant sur la porte du réfrigérateur dans la cuisine, où quiconque entrerait les verrait. Cette nuit-là, quand Ruben est rentré du travail et a vu la montagne de factures, son visage s'est ridé comme une figue sèche. Il est monté dans ma chambre et a frappé à la porte,
m'appelant d'une voix irritée. Il a jeté la pile de factures sur la table et a exigé que je trouve l'argent pour les payer. Si on coupe l'électricité et l'eau, comment allons-nous vivre? Moi, avec le foulard de soie encore sur la tête, j'étais encore assise sur le canapé et je lui ai répondu avec indifférence. Je t'ai déjà dit que je suis au chômage. Mon compte est vide. Où est ton argent? Paye. C'est ta maison. Ta mère est ta mère. Tu es le chef de famille. Tu dois prendre tes responsabilités. Ruben est resté sans voix. Il s'est tiré les cheveux de désespoir et a fouillé dans son portefeuille. Il ne lui restait que 20 €. En voyant le billet froissé, Asuncion, qui était à côté de lui, s'est impatientée. Elle a suggéré que Ruben demande une avance sur salaire pour payer, mais il lui a crié qu'il en avait déjà demandé une la semaine précédente pour payer des dettes de jeu, qu'il n'avait plus rien. La mère et le fils se sont regardés puis m'ont regardé avec un mélange de haine et de supplication. Mais j'ai simplement tourné le dos, suis entré dans ma chambre et j'ai claqué la porte, les laissant seuls avec leurs dettes. Le lendemain, la chaleur à Madrid a atteint son pic. La température extérieure approchait les 40 degrés Celsius, et l'asphalte dégageait une chaleur étouffante, comme un four. Juste à midi, pendant que Asuncion somnolait dans la brise fraîche de la climatisation, un craquement sec a retenti. Tout le système électrique de la maison s'est éteint. La climatisation s'est arrêtée. Le ventilateur de plafond a cessé de tourner. La maison de 4 étages est instantanément devenue une cocotte minute. Asuncion s'est réveillée en sursaut, la sueur perlant sur son front. Elle est sortie sur le balcon et a vu que les maisons des voisins avaient encore leur climatisation à fond. Désespérée, elle a appelé Ruben, criant que la compagnie d'électricité avait vraiment coupé le courant, qu'elle allait mourir de chaleur. Elle exigeait qu'il trouve l'argent pour payer immédiatement, mais Ruben, à l'autre bout du téléphone, ne pouvait que soupirer impuissant, disant qu'il avait demandé de l'argent à ses amis et que personne ne lui en avait prêté, qu'il trouverait une solution ce soir. J'étais dans mon bureau avec la porte fermée, utilisant un ventilateur à batterie haute capacité que j'avais acheté et chargé 3 jours plus tôt. Sur mon bureau, une petite glacière en polystyrène était remplie de glace, de boissons gazeuses et de fruits frais que j'avais secrètement montés à l'étage. Avec mes écouteurs à réduction de bruit sur les oreilles, je gérais calmement les affaires de l'entreprise via ma connexion 4G personnelle. Pendant ce temps, de l'autre côté de la porte, j'entendais les pas inquiets d'Asuncion, le bruit de son ventilateur et ses malédictions contre le ciel, la compagnie d'électricité et, bien sûr, moi. Mais le désastre ne s'est pas arrêté là. Dans l'après-midi, Asuncion a essayé de se laver le visage pour se rafraîchir, mais quand elle a ouvert le robinet, pas une goutte n'est sortie. On avait aussi coupé l'eau pour 2 mois de non-paiement, puisque j'avais délibérément omis de payer la facture du mois précédent. Toute la maison sans une goutte d'eau, chaleur étouffante, sueur collante. La salle de bain a commencé à sentir mauvais parce que les toilettes ne pouvaient plus être tirées. La façade d'une famille aisée s'était effondrée en à peine 24 heures. Quand Ruben est rentré à la maison cette nuit-là, il ressemblait à un mendiant. Sa chemise trempée de sueur collait à son corps et son visage était hagard. Il a ouvert le réfrigérateur à la recherche d'eau et n'a trouvé qu'un souffle d'air chaud. La nourriture qui restait à l'intérieur commençait à pourrir, dégageant une odeur aigre. Asuncion était assise sur le carrelage pour échapper à la chaleur, mangeant un morceau de pain rassis parce qu'il n'y avait pas d'eau pour cuisiner. En voyant son fils, elle a éclaté en sanglots comme une enfant, criant que la maison était devenue un enfer vivant. Elle exigeait que Ruben me force à remettre l'argent ou elle mourrait sur place. Ruben, furieux, est venu et a frappé à ma porte. Il m'a crié d'arrêter de faire semblant, qu'il savait que j'avais de l'argent sale et m'a ordonné de le lui donner pour couper les lumières et l'eau où il enfoncerait la porte. Je suis sorti calmement, j'ai ouvert la porte entrebâillée et j'ai senti l'air chaud et l'odeur âcre de sa sueur. J'ai esquissé un demi-sourire et dit de la voix la plus impassible que je pouvais prendre, argent sale. Chaque centime que j'ai gagné, je l'ai investi dans cette maison, dans l'achat d'une voiture pour toi, dans l'alimentation de ta mère avec du jambon ibérique et des fruits de mer. Quand je travaillais, vous m'insultiez, vous m'appeliez une mauvaise femme, vous m'avez rasé la tête et m'avez forcé à démissionner. Maintenant que je vous ai écouté et que je suis une inutile, vous attendez qu'une personne inutile gagne de l'argent? Des gens intelligents comme toi, il y en a plein dans ma ville. Ruben est resté sans voix. Il a levé la main pour me frapper, mais je n'ai pas cligné des yeux. Je l'ai regardé fixement dans les yeux avec défi.
Je lui ai dit de me frapper, de me tuer s'il voulait, pour que la police vienne et mette fin à ce gâchis, parce que j'en avais assez de vivre dans ce taudis. En voyant la détermination et la folie dans mes yeux, Ruben a baissé la main. Sa nature était celle d'un lâche qui ne devenait courageux que quand les autres cédaient. Maintenant qu'il voyait qu'il n'avait rien à perdre, il avait peur. Il a reculé, se tenant la tête d'impuissance. Le lundi suivant, la tragédie a atteint son paroxysme quand Ruben a dû aller travailler. En tant que G-Fiche, il était toujours tenu de porter un costume et une chemise repassée, mais sans électricité, le fer à repasser était un morceau de métal inutile. Sans eau, il ne pouvait ni se doucher ni laver ses vêtements. Il a dû porter la même chemise froissée et tachée de sueur de la semaine précédente, s'aspergeant d'un parfum bon marché pour masquer l'odeur corporelle. Voir cet homme, qui me donnait toujours des leçons de vie, sortir furtivement de la maison avec un air aussi débraillé m'a rempli d'une profonde satisfaction. Quant à Asuncion, elle n'osait plus sortir sur le balcon ni parler aux voisins. Elle avait honte. Tout le quartier savait que l'électricité et l'eau de sa famille avaient été coupées pour non-paiement. J'avais brisé sa fausse réputation, mais je savais que sa patience avait des limites. Ils ne resteraient pas les bras croisés, ils essaieraient de riposter pour survivre. Et j'attendais le moment où ils laisseraient tomber leur dernier masque pour pouvoir mettre fin à ce mariage pourri, légalement et complètement. Le 5e jour depuis la coupure des services publics, Ruben a finalement dû contracter un prêt auprès d'un usurier pour payer et faire rétablir l'électricité et l'eau. Sinon, ils auraient tous deux subi un coup de chaleur. Juste au moment où les lumières se sont rallumées dans le salon, une confrontation féroce a éclaté. J'étais assise sur le canapé, feuilletant calmement un magazine, mon foulard noir encore sur la tête. Ruben et Asuncion sont entrés, lui avec une expression meurtrière et elle le suivant avec un regard qui voulait me dévorer. Ruben a jeté sa mallette en cuir sur la table en verre, produisant un son strident. « Alors tu es assise là à lire des magazines. Sais-tu que je viens de m'humilier en contractant un prêt auprès d'un usurier pour rétablir les lumières et l'eau dans cette maison? Combien de temps vas-tu continuer cette comédie? Où sont tes économies? Dis-le-moi tout de suite, ou tu ne t'en sortiras pas aujourd'hui. » C'est ça. Je n'étais pas sans cœur ni méchante. Avais-tu l'intention de tuer ta belle-mère avec la chaleur? Je sais parfaitement que tu as caché l'argent pour le donner à ta famille. Sors l'argent tout de suite et paie la dette de Ruben. N'as-tu pas honte d'être une épouse qui laisse son mari s'endetter? J'ai lentement posé le magazine et l'ai soigneusement placé sur la table. J'ai regardé la mère et le fils, qui sautaient furieusement comme des animaux acculés. Un sourire glacial s'est répandu sur mon visage. J'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'en ai sorti une pile de papiers imprimés en couleur, agrafés. Je les ai jetés sur la table juste devant Ruben. Économie, paie ta dette. Ouvre les yeux et vois d'où vient la dette de ton cher fils. Ruben a froncé les sourcils, a ramassé les papiers et, d'un simple coup d'œil à la première page, son visage est passé du rouge de colère au gris cendre. Sa main tremblait et les papiers bruissaient. Asuncion, voyant la pâleur de son fils, s'est penché pour regarder. C'étaient des relevés bancaires et des captures d'écran de messages de l'ancien téléphone de Ruben, un téléphone qu'il pensait cassé et abandonné dans la remise, mais que j'avais secrètement emporté pour le faire réparer et récupérer les données le mois précédent. Tu m'as espionné, tu as piraté mon téléphone. Je n'ai pas le temps d'espionner une ordure comme toi, mais le ciel a des yeux. Tôt ou tard, tout se sait. Qu'est-ce que c'est, Ruben? Pourquoi y a-t-il des messages demandant des prêts de centaines de milliers d'euros? Pourquoi as-tu demandé cet argent? Laisse-moi t'expliquer, maman. Ton fils préféré, celui dont tu as toujours été si fier. Ton chef de département est en réalité jusqu'au cou dans les dettes. Il a parié sur des matchs de football en ligne, s'est lancé dans le jeu et maintenant il doit plus de 60 000 euros à des voyous. Son salaire de 1 800 euros ne suffit même pas à payer les intérêts exorbitants chaque mois. Ferme ta bouche. Tais-toi. C'est une affaire d'homme. Qu'est-ce que tu en sais? Une affaire d'homme. Entretenir une maîtresse est aussi une affaire d'homme. Maman, regarde la 2e page. Regarde qui ton fils appelle, mon amour. À qui il transfère 1 000 ou 2 000 euros chaque mois pour des sacs à main de créateurs et des voyages de luxe. Pendant que tu es à la maison à porter la même robe de soie déchirée depuis 3 ans, cette dépense l'argent durement gagné de ta belle-fille. Asuncion a arraché les papiers des mains de Ruben.
Elle a regardé les yeux écarquillés les photos de lui embrassant une jeune femme légèrement vêtue dans un hôtel. Les messages de transfert bancaire, avec des textes comme « un cadeau pour que tu ailles au spa, chérie » ou « ton chéri t'a acheté un nouveau sac à main » remplissaient la pièce. Elle a vacillé, se tenant la poitrine d'incrédulité. « Ruben, tu as une maîtresse ? Tu m'as menti. Tu m'as dit que tu partais en voyage d'affaires, que tu avais des dîners avec des clients. Tu dois 60 000 € à la mafia. Où vais-je trouver cet argent pour payer, mon fils ? Maman, n'écoute pas cette femme folle. C'est sa faute. Elle était toujours plongée dans le travail, négligeant la maison. Je m'ennuyais, alors j'ai cherché du plaisir dehors. Si elle avait été une épouse attentive, je ne me serais pas mis dans ses ennuis. Tu es ma femme. Tu as la responsabilité d'affronter les conséquences avec moi. Sors tes économies et paie ma dette tout de suite. J'ai éclaté de rire. Mon rire a résonné dans la pièce, amer et plein de mépris. Un homme si lâche qu'il blâmait l'infidélité et l'addiction au jeu de sa femme sur son dévouement. Responsabilité. Ruben. Sais-tu ce qu'est la honte ? De quel droit exiges-tu de l'argent de moi ? Oh, et en parlant d'argent, il y a 2 mois, les bijoux de famille que mes parents m'ont donnés en cadeau de mariage et que je gardais dans le coffre ont disparu. Je pensais que nous avions été cambriolés et j'étais sur le point d'appeler la police. Mais hier, en lisant tes messages avec Seth, j'ai découvert que c'était toi, le voleur déguisé en mari, qui a forcé le coffre, volé les bijoux de ta femme, les a vendus et donné l'argent à ta maîtresse. Ça ? Les bijoux. Ruben, tu as volé ces bijoux de mariage ? Es-tu fou, fils ? Si elle te dénonce à la police, tu iras en prison. Tu oses me dénoncer ? Je suis ton mari. Les biens du ménage sont des biens communs. Je les ai pris pour résoudre une affaire urgente. Pourquoi ce serait un vol ? Ne fais pas de scène. Si tu me coinces, je te tuerai. J'ai fait un pas en avant en me tenant face à face avec Ruben. Je n'ai pas cligné des yeux. Mon regard, comme 2 lames tranchantes, a percé la lâcheté qu'il essayait de cacher derrière son agressivité. Tue-moi, essaie. Penses-tu que j'ai encore peur de cette famille ? Une belle-mère qui rampe comme un rat pour raser la tête de sa belle-fille au milieu de la nuit. Un mari parasite, voleur, accro au jeu et infidèle. Vous êtes un tas de parasites méprisables. Je n'ai pas appelé la police pour te dénoncer pour vol parce que je veux voir ces voyous te déchirer quand tu ne pourras pas payer ta dette. Alan, s'il te plaît, je t'en supplie. Après tout, c'est ton mari. Un jour comme mari et femme, 100 jours de gratitude. Tu es riche, tu gagnes beaucoup d'argent en tant que directrice. Quelques milliers d'euros ne sont rien pour toi. Sors l'argent et sauve Ruben. Si les voyous me cassent les jambes, comment vais-je vivre ? Je te promets que dorénavant je ne m'immiscerai plus dans rien. Je te laisserai travailler en paix. Sauve notre famille. Fille. Asuncion s'est soudain agenouillée et a enlacé mes jambes. Ses larmes et sa mort vont tout tacher. Il y a à peine quelques jours, elle se tenait devant moi les mains sur les hanches. Elle m'avait humilié, rasé la tête et menacé de me mettre à la porte de la maison. Et maintenant, face au spectre de la mafia et à la montagne de dettes, elle avalait toute sa fierté pour me supplier de libérer l'argent. C'était nauséabond. J'ai retiré ma jambe d'un coup sec, secouant mon pantalon comme si j'avais été taché par les ordures les plus immondes. Gratitude. Désolé. As-tu oublié que tu as tout coupé toi-même, avec mes cheveux ? Je préférerais donner mon argent, même un seul centime, au chien plutôt que de payer la dette d'un mari traître. Vous avez semé les graines, maintenant récoltez la moisson, attendez, le plaisir est encore à venir. Je me suis retourné froidement et suis monté à l'étage, laissant derrière moi les lamentations des Asuncion et les insultes et coups de Ruben contre les meubles. Qu'ils cassent, qu'ils détruisent, parce qu'ils ne le savent pas encore. Je ne veux pas seulement qu'ils se noient dans cette dette, je veux arracher leur masque de famille respectable, les balayer de ma vie et leur faire payer le prix le plus élevé. Dans les jours qui ont suivi cette confrontation, l'atmosphère dans la maison est devenue oppressante, comme le calme avant une grande tempête. Ruben n'osait plus élever la voix contre moi. Asuncion se déplaçait furtivement, me jetant des regards secrets avec un mélange de peur et de calcul. Mais je savais que pour un débiteur harcelé par la mafia comme Ruben, ce silence n'était pas du repentir,
mais la gestation d'un plan plus désespéré et plus vil. Grâce à une caméra cachée que j'avais installée dans le salon, je voyais souvent la mère et le fils chuchoter au milieu de la nuit. Ruben se tirait constamment les cheveux. Un jour, je l'ai même vu pleurer et s'agenouiller aux pieds d'Asunción. À travers les enregistrements audio, j'ai entendu Ruben dire désespérément à sa mère que des voyous l'avaient intercepté dans la rue et battu, menaçant que s'il ne payait pas les 60 000 € avant le week-end, ils iraient à son entreprise pour l'humilier puis lui couper les tendons. Asunción a éclaté en sanglots, mais sa nature avide et rusée a immédiatement refait surface. Elle a suggéré à Ruben un plan fou, vendre la maison en secret. Elle soutenait que la villa, évaluée à presque 2 millions d'euros, pouvait être hypothéquée ou vendue rapidement pour au moins 1 million. Avec cet argent, il paierait la dette et garderait le reste pour s'enfuir et acheter un appartement, me laissant les conséquences. Le seul obstacle était que l'acte de propriété était dans le coffre de ma chambre, et que ce coffre avait une serrure à empreinte digitale et code, un modèle de haute sécurité que j'avais installé après le vol des bijoux. Assise dans un café, regardant sur l'écran de mon téléphone comment ce duo planifiait de me voler, j'ai senti un frisson glacial. J'avais acheté la maison avec mon propre argent avant de me marier et elle était uniquement à mon nom. Mais dans l'esprit de ces parasites, puisque j'étais leur belle-fille, tout ce que je possédais appartenait à la famille. Quelle mentalité méprisable. Et puis ils ont passé à l'action. Cette nuit-là, Asunción est venue dans ma chambre avec un plateau, m'apportant un bol de soupe aux amandes en disant que j'avais l'air très maigre et pâle et qu'elle l'avait préparé elle-même pour que je reprenne des forces. Elle s'est excusée gentiment, m'assurant qu'elle avait donné une monumentale réprimande à Ruben et l'avait forcé à se concentrer. Elle m'a supplié de manger ma soupe et d'oublier ce qui s'était passé. En regardant le bol fumant, je savais parfaitement ce qu'il contenait. Je n'étais pas une nouvelle venue naïve dans la famille. J'ai souri, accepté la soupe, les remercié abondamment et les emporté dans ma chambre, disant que je prendrais une douche avant de la manger. Dans ma chambre, j'ai versé la soupe dans les toilettes et tiré la chasse. Puis j'ai mis mon pyjama, éteint la lumière et me suis mis au lit, me couvrant avec la couverture jusqu'au cou. J'ai faim de respirer rythmiquement, comme si j'étais profondément endormi sous l'effet d'un somnifère. Environ 15 minutes plus tard, la poignée de la porte a tourné lentement. La porte s'est entr'ouverte et le faisceau de lumière d'une lampe de poche de téléphone portable a balayé mon visage avant de pointer vers le coffre dans le coin de l'armoire. Ruben et Asunción sont entrés sur la pointe des pieds. J'ai ouvert légèrement un œil, observant. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais de mépris. Ruben a sorti un étrange appareil et a essayé de forcer le code et l'empreinte. Il transpirait et jurait en chuchotant pendant que le coffre affichait des erreurs. Après presque une demi-heure de tentative, la serrure électronique a bipé et la lourde porte s'est ouverte. Asunción, rayonnante, a tendu la main pour prendre l'acte, mais son sourire triomphant a disparu instantanément. Le coffre était vide, il n'y avait pas d'acte, pas de contrat, rien de valeur, juste une feuille A4 avec de grandes lettres en gras placées au centre. Ruben, tremblant, a ramassé le papier et l'a éclairé. J'ai vu son visage se tordre, passant du pâle au rouge de colère et d'humiliation. Sur le papier, j'avais écrit une courte phrase. Recherche d'acte. Ah, l'acte à mon nom est gardé à la banque. Espèce de voleur, dormez bien avec vos 60 000 € de dette. Ruben a froissé le papier, laissant échapper une malédiction. Asunción a porté la main à sa poitrine, essoufflée, terrifiée d'avoir été découverte et désespérée par l'échec de son plan. Ils ont quitté la chambre aussi silencieusement qu'ils y étaient entrés. Le lendemain matin, je me suis levé et je suis descendu, me sentant incroyablement rafraîchi. Asunción et Ruben étaient assis à la table de la salle à manger, avec des yeux enfoncés et fatigués, me regardant sans oser dire quoi que ce soit. J'ai versé un verre d'eau, je lui ai souri et j'ai dit d'un ton lourd, j'ai merveilleusement bien dormi cette nuit. La soupe de maman a un effet sédatif incroyable. C'est dommage qu'il semble y avoir des rats dans la maison ces derniers temps. Ils ne cessent de faire du bruit la nuit. En m'entendant, Ruben a baissé la tête sur son bol de nouilles instantanées, et Asunción a nerveusement laissé tomber ses baguettes. Ce coup psychologique leur a fait comprendre que je connaissais chacun de leurs mouvements et que je les jouais comme un chat avec une souris. La fin était proche pour mon terrible mari, et quand un chien est acculé, il mord de la manière la plus sale. Comme je l'avais prévu, après le vol raté et avec l'échéance de la dette sur le point d'expirer, Ruben a joué sa dernière carte, la plus méprisable qu'un homme puisse jouer, utiliser son fils pour le chantage. Le samedi après-midi,
pendant que j'arrosais les orchidées dans le jardin, la sonnette a retenti. J'ai ouvert le portail et j'ai été accueilli par une scène ridicule. Ruben arrivait avec 2 énormes valises, aidant une jeune femme. C'était Nelia, sa petite maîtresse, qui l'appelait « mon amour » dans ses messages. Nelia portait une robe de maternité rouge moulante, montrant son ventre proéminent. Son visage était couvert de maquillage et ses lèvres étaient peintes d'un rouge profond. Elle portait des talons aiguilles, mais feignait de se déplacer avec difficulté, comme une femme sur le point d'accoucher. Asuncion est sortie en courant de la maison. Quand elle a vu le ventre de Nelia, ses yeux ont brillé. Ruben s'est éclairci la gorge, a pris la main de Nelia et, me regardant avec arrogance, a annoncé « Alan, je ne vais plus te le cacher. Voici Nelia, la femme que j'aime vraiment. Et le plus important, Nelia attend mon enfant. Le premier petit-fils de cette famille a 4 mois. » En entendant « petit-fils », Asuncion, oubliant toute décence, s'est jetée sur Nelia, caressant son ventre et la couvrant de compliments. Quelle bénédiction! Enfin, cette maison aura un héritier. Nous n'aurons plus à être effacés à cause d'une belle-fille stérile. J'ai croisé les bras, m'appuyant contre le pilier de l'entrée, observant froidement la comédie. J'avais subi des tests médicaux et j'étais parfaitement en bonne santé. La raison pour laquelle nous n'avions pas eu d'enfant était la mauvaise qualité du sperme de Ruben due à l'alcool et au jeu. Et maintenant il amenait une étrangère, affirmant qu'elle était enceinte de son enfant et me blâmant. Ruben a continué d'une voix autoritaire, exigeant un divorce immédiat. Si je signais docilement et les laissais garder la maison pour qu'ils puissent construire leur nid d'amour, ils me laisseraient tranquille. Si je refusais, il m'humilierait publiquement, m'appelant stérile et cruel pour jeter sa mère et son enfant à naître à la rue. C'était ridicule. Un homme infidèle et endetté, amenant sa maîtresse dans la maison de sa femme pour voler la propriété et payer ses dettes, et en plus, prétendant me faire une faveur. Nelia est aussi intervenue, la tête haute, disant que l'amour n'est pas à blâmer, que la faute incombe à ceux qui ne savent pas garder leur mari. Elle était convaincue que sa grossesse était son passeport pour entrer dans cette maison de 2 millions d'euros. Je ne me suis pas mise en colère, je ne me suis pas emporté contre elle comme il l'espérait. Avec ce genre de personne, ma colère était un luxe. Je me suis lentement approché de Nelia, mon regard voyageant de la tête aux pieds, s'attardant sur son ventre anormalement gros. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Une femme enceinte de 4 mois ne porte pas de talons aiguilles ni ne s'asperge de parfum, et son ventre était trop haut et rigide. J'ai légèrement souri et hoché la tête, disant qu'un enfant né hors mariage était une affaire sérieuse qui devait être clarifiée. Si c'était vraiment l'enfant de Ruben, j'étais prête à divorcer, mais à une condition. Nelia devrait vivre dans la maison pendant un moment pour que je puisse voir comment Ruben s'occupait d'elle. Et j'avais besoin de temps pour contacter un avocat et diviser les biens équitablement. Ruben et Asuncion, en entendant cela, étaient contents. Ils pensaient m'avoir vaincu avec le coup du petit-fils et que je cédais par peur de ce que les gens diraient. Les valises de Nelia ont été joyeusement portées à l'étage dans la meilleure chambre d'amis, mais ils ne savaient pas qu'en la laissant entrer dans ma maison, c'était mon coup de maître. J'avais besoin qu'elle soit ici sous ma surveillance pour arracher son masque, exposer sa saleté et rassembler les preuves finales pour envoyer toute cette famille en enfer de la manière la plus légale et satisfaisante possible. Ils voulaient jouer la famille heureuse. Très bien. Je transformerai cette maison en la scène de la plus grande tragédie de leur vie. La présence de Nelia a rapidement transformé la maison en un cirque grotesque. Elle, protégée par son titre de mère du petit-fils, se comportait comme une tyran. Asuncion la dorlotait comme une reine, lui préparant des délices. Ruben s'occupait d'elle servilement, jouant le rôle du père modèle. Un lundi matin, pendant que je travaillais sur mon ordinateur portable dans la salle à manger, Nelia est descendue. Elle portait une fine chemise de nuit en soie provocante. Elle s'est assise en face de moi, s'est limé les ongles et a soupiré théâtralement. Oh, comme c'est fatigant d'être enceinte, Alan. Je suppose que comme tu n'as jamais vécu ce sentiment sacré, tu ne comprends pas. Tu es un peu pathétique. Tu as de l'argent et du pouvoir, mais la nuit tu dors seul. Sans lever les yeux de l'écran, j'ai répondu froidement. Je préfère dormir seul avec une conscience claire plutôt que partager un lit avec un parasite qui vit au crochet des femmes et pense qu'il est un magnate. Si tu es si fatigué, tu devrais te reposer. Tu ne veux pas que ton investissement s'effondre. Fais attention à ce que tu dis. Es-tu jalouse?
Parce que je peux donner un enfant à cette famille. Ruben me l'a déjà promis. Dès que tu divorceras, cette maison sera pour moi et mon fils. Si tu es intelligente, commence à faire tes valises. Ne sois pas si effrontée que de rester ici. Exactement. Nelia a raison. Si tu ne peux pas avoir d'enfant, fais de la place pour quelqu'un d'autre. Depuis qu'elle est ici, la maison a plus de vie. Elle porte mon petit-fils. C'est une bénédiction. Et toi, au lieu de l'aider dans la cuisine, tu passes toute la journée à taper et à me donner mal à la tête. J'ai claqué mon ordinateur portable. Le bruit les a tous deux effrayés. Je me suis levé et les ai regardés calmement. Maman, autant que je me souvienne, cette maison est à moi. L'acte est à mon nom. Si je l'ai laissée entrer, c'est pour que tu puisses t'occuper de ton enfant, pas pour qu'elle devienne mon remplaçant. Si tu aimes la servir, vas-y. Je n'ai aucune obligation d'attendre une intruse qui a détruit ma famille. Et toi, Nelia? Je me suis approché d'elle, me penchant et fixant intensément son ventre. Mon regard a dû l'effrayer parce qu'elle s'est recroquevillée, protégeant son estomac. J'ai entendu dire que les femmes enceintes de 4 mois ont à peine un petit ventre, mais le tien est énorme et dur, comme si tu portais un coussin. Et je t'ai vu descendre les escaliers avec des talons de 10 cm avec une grande assurance. Tu ne sembles pas très fatigué, n'est-ce pas? Quelle bêtise tu dis. Chaque corps est différent. Mon ventre est gros parce que mon fils grandit en bonne santé et que ma belle-mère me nourrit. Très bien. Puisque tu n'as jamais été enceinte, qu'est-ce que tu en sais? Maman me souhaite du mal. Qu'est-ce que tu vas faire, sorcière? Si tu touches un cheveu sur la tête de mon petit-fils, je te tuerai. Éloigne-toi d'elle. Ruben, descends, ta femme veut tuer ton fils. J'ai laissé échapper un rire qui a résonné dans toute la maison, les laissant stupéfaits. Détends-toi, maman, je ne vais pas la toucher. Je ne veux pas qu'elle laisse tomber le coussin et gâche le plaisir. Je veux juste vous donner un conseil. Fais attention. Je ne veux pas que tu finisses sans maison et sans petit-fils. Continue à nourrir ta bénédiction. Je vais travailler. Je n'ai pas le temps pour votre théâtre. Je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte, laissant derrière moi les insultes d'Assunción et les faux gémissements de Nelia. J'ai allumé mon téléphone et accédé aux caméras cachées que j'avais installées. Sur l'écran, j'ai vu Nelia recroquevillée dans les bras de Ruben, pleurant encore, mais avec un regard calculateur. Mon soupçon sur sa grossesse a été confirmé. Je l'ai confirmé. Sa réaction quand j'ai examiné son abdomen l'avait trahi. J'ai envoyé un message à un détective privé que j'avais engagé. J'ai besoin que tu enquêtes sur l'histoire de Nelia, surtout ses visites aux cliniques gynécologiques. Je veux des résultats dans 48 heures. La confrontation n'avait été qu'un test. Maintenant, avec les preuves en main, tout ce scénario s'effondrerait, les enterrant tous dans l'humiliation. Exactement 48 heures plus tard, juste au moment où l'obscurité tombait sur la maison, mon téléphone a vibré. Un message du détective. Je t'ai envoyé un email, ouvre-le. Il y a une grande surprise. J'ai fermé la porte de mon bureau, tiré les rideaux et ouvert la pièce jointe. Des photos, des enregistrements et des analyses médicales sont apparus. Plus je lisais, plus je souriais avec mépris à la stupidité de Ruben et à l'avidité d'Assunción. Le rapport commençait par l'histoire de Nelia. Elle a abandonné l'école, est venue en ville, sous le couvert de cosméticienne, travailler comme prostituée de haut niveau, se spécialisant dans l'escroquerie d'hommes comme Ruben. Mais le pire était encore à venir. Le détective s'était procuré ses dossiers médicaux d'une clinique privée. Nelia avait eu 3 avortements clandestins qui l'avaient rendue stérile. Il était pratiquement impossible pour elle de tomber enceinte naturellement. Alors, d'où venait ce ventre de 4 mois? J'ai ouvert une vidéo enregistrée dans un café. Nelia parlait au chef des voyous auquel Ruben devait de l'argent. Détends-toi, Ruben est un imbécile. Je lui ai donné un coussin en silicone, je lui ai montré une fausse échographie que j'ai faite dans une boutique de copies, et il a tout avalé. Sa mère est désespérée d'avoir un petit-fils, alors je l'ai aussi à ma main. Je le convainc de forcer sa femme à signer les papiers de divorce et de lui laisser la maison. Dès que je l'obtiens, je la vends, je te paye et on partage le reste. Le voyou a ri et lui a tapé sur les fesses. Tu es intelligente, mais dépêche-toi,
je perds patience avec Ruben. S'il ne paie pas, je lui casserai les jambes. Sérieusement. J'ai éteint la vidéo, m'adossant à ma chaise. J'ai ressenti une profonde nausée, une fraude parfaite. Ruben, l'homme qui se pensait si intelligent, trompé par une prostituée au point de risquer la fortune de sa femme. Et Asuncion, la belle-mère qui se vantait de s'aligner en servant une escroc. Leur stupidité dépassait mon imagination. Ils creusaient leur propre tombe, et j'allais jeter la dernière pelletée. J'ai sauvegardé toutes les preuves sur divers appareils et dans le cloud. C'était la bombe à retardement qui exploserait au moment parfait. Vivre sous le même toit qu'eux était un test d'endurance. Nelia devenait de plus en plus insolente. Une nuit, elle m'a ordonné de préparer une seule portion de bœuf parce que son petit-fils avait faim. Je lui ai dit froidement que si elle voulait manger, elle devrait le préparer elle-même. Elle s'est plainte à Ruben, qui est descendu en trombe, mais mon regard glacial l'a arrêté. Il a fini par cuisiner pour sa maîtresse, mais ma patience a finalement craqué un vendredi. C'était tard. J'étais sorti faire des courses à la banque. Quand je suis revenu, j'ai entendu Asuncion et Nelia rire dans le salon. Je suis entré et mon sang s'est glacé. Sur le sol à côté de la poubelle se trouvaient les restes brisés d'un vase en céramique en forme d'arachide, le seul souvenir qui me restait de mon défunt père. Nelia tenait un marteau, sur le point d'écraser les derniers morceaux. Ils avaient arraché la plante que j'entretenais dedans. Je me suis jeté sur Nelia, la poussant et la faisant tomber. Je me suis agenouillé, ramassant les morceaux brisés, sans me soucier des coupures sur mes mains. J'ai regardé Asuncion et Nelia. Ma voix était un sifflement de haine. Qu'avez-vous fait? Qui vous a donné la permission de toucher à mes affaires? C'était un souvenir de mon père. Asuncion, loin de montrer du remords, se tenait les mains sur les hanches. Allez, tu fais tout un plat pour un vase en argile cassée? Nelia a dit qu'il portait malheur et qu'il affecterait sa grossesse. Il est tombé sur elle accidentellement pendant qu'elle nettoyait. Quel est tout ce chahut? Jette-le, et Ruben t'en achètera un nouveau demain. Nelia, sur le sol, ses plaintes, feignant la douleur. Oh, maman, elle m'a poussé. Elle veut tuer ton petit-fils. Elle accorde plus de valeur à un vieux morceau de pacotille qu'à la vie de notre fils. Quelle femme cruelle. Mon sang-froid s'est brisé. Je me suis levé, le sang coulant de mes mains. J'ai saisi le balai en bois et l'ai jeté fort, passant à quelques centimètres du visage des Asuncion et s'écrasant contre le mur. Très bien, ai-je dit d'une voix froide et profonde. Vous me rasez la tête, vous détruisez le souvenir de mon père. Vous utilisez l'excuse de la grossesse pour piétiner mes limites. Écoutez bien. À partir de ce moment, ma patience est épuisée. Vous voulez de la bonne chance? Je vais vous montrer ce qu'est l'enfer. Profitez des quelques jours de paix qu'il vous reste, parce que votre temps dans cette maison se compte en heures. J'ai soigneusement ramassé les morceaux du vase et les ai emportés dans ma chambre. Derrière moi, j'ai entendu Asuncion crier, folle. Qui menaces-tu? Cette maison appartient à mon fils. C'est toi qui dois partir. J'ai fermé la porte. La douleur dans mes mains était vive, mais mon cœur était étrangement en paix. La dernière goutte avait fait déborder le vase. Ma contre-attaque serait impitoyable. Leur fin était arrivée. 3 jours plus tard, Asuncion a décidé d'organiser une grande fête pour son 60e anniversaire. Elle voulait réaffirmer son statut et m'humilier publiquement. Avec l'argent qui restait à Ruben et un prêt rapide, elle a réservé une table dans le restaurant de fruits de mer le plus luxueux de la ville. Son objectif était de présenter sa nouvelle belle-fille enceinte et de démontrer que sans moi sa famille était heureuse et prospère. Je n'étais pas invité. Ce matin-là, ils se sont habillés de leurs plus beaux vêtements et, après m'avoir lancé un regard moqueur, sont partis en taxi. Je suis resté sur le canapé en souriant. Le spectacle allait commencer et la star ne pouvait pas être absente. À 13h30 de l'après-midi, au milieu de la fête, avec les fruits de mer et le vin qui coulait, Asuncion est montée sur une petite scène pour faire un discours. Chers amis et famille, je suis très heureuse aujourd'hui. Notre famille va avoir un petit-fils. Voici Nelia, ma charmante belle-fille. Juste à ce moment-là, les portes de la salle ont éclaté et la femme pâle à la tête rasée est entrée. Elle portait une perruque de cheveux naturels de haute qualité, une veste de tailleur blanc impeccable et des talons aiguilles rouges.
Derrière moi se trouvaient 2 gardes du corps habillés en noir. La salle est devenue silencieuse. Asuncion s'est figée, micro en main. Ruben a renversé son verre de vin. Nelia s'est enfoncée dans sa chaise pâle. J'ai marché d'un pas ferme vers la scène, j'ai pris le micro des mains des Asuncion et je me suis adressé aux invités. Excusez l'interruption, mais à une fête pour présenter le petit-fils et la nouvelle belle-fille, l'épouse légitime, celle qui a soutenu cette famille pendant des années, ne pouvait pas être absente. Et j'ai aussi un cadeau très spécial pour ma belle-mère, mon mari et pour vous tous. J'ai fait signe à l'un de mes gardes du corps. Il a connecté une clé USB au projecteur dans la salle. L'écran s'est allumé et le cauchemar de la famille de Ruben a commencé. Le grand écran du projecteur dans le restaurant s'est allumé, affichant des images nettes. La première chose que les invités ont vue était une vidéo de la caméra de sécurité de mon salon. On y voyait Nelia enlever un coussin en silicone dessous sa robe. « Hug, c'est si chaud de porter ce truc », disait-elle à Asuncion. Heureusement que sa femme est stupide et croit que je suis vraiment enceinte. Asuncion. Dans la vidéo, il riait hystériquement. Continue la comédie. Dès que nous obtiendrons l'acte, ce coussin ira à la poubelle. La salle a éclaté en un murmure d'étonnement et d'indignation. Les regards de respect envers Asuncion se sont transformés en mépris. Sur scène, elle s'est couvert le visage et a bafouillé. Ruben, comme frappé par la foudre, s'est tourné vers Nelia, s'est jeté sur elle, a déchiré sa robe et exposé la prothèse en silicone à tout le monde. Il l'a giflée si fort qu'elle est tombée au sol, brisant des verres sur son passage. Mais je ne leur ai pas laissé le temps de se battre. J'ai tapé sur le micro pour attirer leur attention. Ne vous inquiétez pas, le spectacle continue. L'écran a changé. Maintenant, les billets à ordre signés par Ruben avec son empreinte étaient visibles, et on entendait l'enregistrement d'un voyou exigeant le paiement de 62 000 € pour dette de jeu. Il était accompagné d'images de Ruben à genoux, suppliant et pleurant. Enfin, j'ai projeté la vidéo en noir et blanc de la nuit où Asuncion m'a rasé la tête pendant que je dormais. L'image de mes cheveux tombants, sa cruauté et la lâcheté de Ruben ont laissé la salle dans un silence de mort. Plusieurs parents âgés ont secoué la tête en désaccord. Dégoûtés, les amis des Asuncion se sont levés et sont partis un par un. Je suis descendu de la scène et je suis allé à la table de Ruben. Il respirait avec difficulté, les yeux injectés de sang. Asuncion pleurait sur le sol. J'ai sorti un dossier de mon sac et l'ai jeté sur la table. Regardez bien, l'acte de la maison est uniquement à mon nom. C'est un bien privé qui précède le mariage. Voici les relevés prouvant que je vous ai soutenu pendant 5 ans et voici la demande de divorce que j'ai déjà signée. Il n'y a pas de bien commun et pas d'enfant. Ta dette envers la mafia est ton problème. Les bijoux que tu m'as volés pour entretenir cet escroc, je te les donne. C'est le prix de ma liberté. Ruben a pris la plainte, tremblant. Il a essayé de s'excuser, de dire qu'il avait été trompé, mais je ne l'ai pas laissé faire. J'ai fait signe à mes gardes du corps de s'interposer. Je me suis approché de lui et j'ai chuchoté, tu paies l'addition de cette fête, plus de 3 000 €. J'ai déjà parlé au gérant. Si tu n'as pas l'argent, tu laveras la vaisselle. Je me suis retourné et je suis parti la tête haute. Derrière moi, j'ai entendu les cris des Asuncion, les coups de Ruben et le gérant exigeant le paiement. Je suis sorti du restaurant. Le ciel était clair. J'avais récupéré mon honneur. Il ne restait plus qu'à nettoyer ma maison. Je ne suis pas rentré directement, je suis allé dans un spa, j'ai enlevé ma perruque et j'ai demandé un massage crânien. J'avais besoin d'être complètement lucide pour l'étape finale. J'ai reçu un message du gérant du restaurant. Ruben avait dû laisser sa montre et les bijoux de sa mère en garantie et signer un aveu de dette. À 20 h, je suis retourné à ma villa. 2 camions de déménagement et 6 gardes du corps m'attendaient. Nous sommes entrés. La maison était sombre. Dans le salon, au clair de lune, j'ai vu 3 silhouettes blotties sur le canapé. Asuncion, Ruben et Nelia. J'ai allumé une puissante lampe de poche et les braqué sur eux. Vous avez 30 minutes pour rassembler vos affaires personnelles, vos vêtements et peu d'autres choses. Ne touchez à rien dans la maison. Après 30 minutes, que vous soyez prêt ou non, je vous jetterai dehors. Asuncion s'est jetée au sol, criant qu'elle était sa belle-mère, qu'elle avait des droits, que je ne pouvais pas simplement la jeter dehors au milieu de la nuit.
Ruben a essayé de faire appel à la loi, disant qu'un divorce se règle au tribunal. J'ai ri. Je lui ai rappelé que la maison était à moi et qu'ils étaient des intrus. J'ai sorti mon téléphone et composé le 091. Si vous voulez parler de loi, j'appellerai la police et je vous dénoncerai pour vol de bijoux et intrusion. Voyons si vous finissez en prison ou dans la rue. Quand Ruben a vu le numéro de la police sur l'écran, il a paniqué. Il a aidé sa mère à se relever du sol. Maman, allons-y. Elle va appeler la police. Vrai. Au cours des 30 minutes suivantes, la maison s'est remplie de bruits précipités. Nelia a été la première à sortir, traînant une valise, le visage strié de larmes. Elle s'est enfuie sans me regarder. Peu après, Ruben et Asuncion sont descendus, chargés de valises et de sacs. Leur air de supériorité avait disparu. Ils ressemblaient à des réfugiés. Dès qu'ils ont franchi le seuil, mes gardes du corps les ont escortés jusqu'au portail. De l'intérieur, télécommande en main, j'ai vu Asuncion regarder la maison avec des larmes de regret. Juste au moment où elle était sur le point de me maudire, j'ai appuyé sur le bouton. La porte automatique a commencé à descendre. Bon voyage, ai-je crié. Et essayez de rester en vie pour payer votre dette. Clac. La porte s'est refermée, séparant mon monde paisible du dépotoir dehors. J'ai laissé échapper un long soupir. Ma poitrine s'est sentie légère. J'étais enfin maîtresse de ma vie dans ma propre maison. Cette nuit-là, expulsés, Ruben et Asuncion ont erré dans les rues, sans argent et seuls. Vers qui se tourner? Ils ont fini dans un bidonville en périphérie de la ville, dans une pension misérable pour travailleurs pauvres. Leur vie là-bas était un enfer. La chambre de 15 mètres carrés avec son toit en tôle ondulée et ses murs humides était un four en été. L'odeur des égouts était insupportable. Asuncion, habituée au luxe, pleurait tous les jours, ramassant de la ferraille dans les poubelles pour survivre. Ses mains autrefois bien soignées étaient maintenant craquelées et sales. Ruben a sombré dans la dépression et l'alcoolisme bon marché. Il passait sa frustration sur sa mère, la blâmant de l'avoir incité à me confronter. Ils se battaient constamment. Leurs cris résonnaient dans toute la cour, mais la vraie tragédie est arrivée quand l'échéance de la dette est venue. Une nuit, 5 voyous ont fait irruption dans sa chambre. Ils ont traîné Ruben dans la cour boueusée, devant les yeux terrifiés des Asuncion et des voisins, le chef a exigé l'argent. Ruben a supplié, pleurant, disant qu'il n'avait rien, mais la mafia ne connaît pas de limite. Pitié. L'un des voyous, armé d'une batte de baseball en métal, l'a frappé de toutes ses forces à la jambe. Un craquement a glacé le sang à déchirer la nuit, suivi d'un cri de douleur atroce. Ils l'ont averti que ce n'était qu'un avertissement. S'il ne payait pas dans un mois, il reviendrait pour sa vie. La jambe cassée de Ruben, mal soignée par un guérisseur local, s'est infectée et est devenue gangreneuse, le laissant définitivement infirme. L'homme qui paradait dans des chaussures coûteuses est devenu un invalide. Le karma avait frappé à sa porte sans relâche. Après cette nuit, leur vie a plongé dans l'abîme. La jambe de Ruben a pourri et lui, confiné au lit, est devenu violente et amère. Chaque jour, quand Asuncion rentrait avec le maigre argent qu'elle avait gagné en ramassant de la ferraille, il le lui arrachait pour acheter de l'alcool. Si elle protestait, il la battait et l'insultait, la blâmant pour son malheur. Une nuit d'hiver, au milieu d'une dispute, Ruben a jeté un cendrier sur sa mère, la frappant à la tête. La combinaison d'humiliation, de colère et d'hypertension non traitée a fait que Asuncion a subi un AVC massif. Elle s'est effondrée au sol en convulsions. Ruben, ivre, a pensé qu'elle faisait semblant et est allé dormir. Le lendemain matin, les voisins l'ont trouvée et l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital. Le diagnostic était dévastateur. Elle était paralysée d'un côté du corps, incapable de parler, condamnée à vivre alité pour le reste de sa vie. Quand Ruben, boitant, est allé la voir à l'hôpital, ils n'ont pas été envoyés en prison. Mais ils étaient piégés dans la prison de la pauvreté, de la maladie et du remords. En contraste avec leur misère, ma vie est renaissante. J'ai nettoyé la maison de toute trace d'eux, jetant les meubles et les souvenirs. J'ai coupé mes cheveux courts et stylés, les éteints en brun lumineux. Au travail, mon succès a été retentissant. Sans les fardeaux familiaux, je me suis concentré sur ma carrière, signant des contrats de millions de dollars. 6 mois après mon divorce,
j'ai acheté une Mercedes-Benz C-Classe blanche. J'ai emmené mes parents en vacances de luxe à Research, j'ai pris soin de moi, j'ai fait du yoga et j'ai rejoint des clubs d'entrepreneuses. Mon monde s'est rempli de lumière et de prospérité. Un après-midi d'automne, après avoir signé un accord important, je rentrais chez moi en voiture. À un feu rouge, mon regard est tombé sur le trottoir. Un homme maigre et débraillé, appuyé sur une béquille, mendiait. À côté de lui, dans un fauteuil roulant rouillé, une vieille femme paralysée bavait. C'était Ruben et Asuncion. Juste à ce moment-là, ma voiture de luxe s'est arrêtée à côté d'eux. Ruben s'est approché, son chapeau effiloché à la main, pour demander l'aumône. Quand il a levé les yeux, ses yeux ont rencontré les miens à travers la vitre entr'ouverte. Le monde semblait s'arrêter pour lui. Il s'est figé. Son chapeau est tombé de ses mains, éparpillant les quelques pièces à l'intérieur. Il m'a regardé, ma voiture, mon apparence radieuse. Humiliation et regret. Des larmes ont inondé ses yeux. Il a essayé de dire quelque chose, mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. Je l'ai regardé avec une indifférence totale, sans haine, sans joie et surtout sans compassion. C'était comme regarder un grain de poussière dans le vent. Le feu est passé au vert. J'ai offert un léger sourire, j'ai remonté la vitre et j'ai accéléré, laissant l'homme infirme et sa mère handicapés derrière, enveloppés dans les gaz d'échappement de la voiture. J'ai mis de la musique classique dans la voiture. L'odeur de rose du désodorisant remplissait l'habitacle. Dans le rétroviseur, leurs silhouettes ont rétréci jusqu'à disparaître. C'était fini. L'univers avait réglé les comptes pour moi. Le passé était derrière moi. Devant moi ne s'étendait qu'un chemin lumineux, le chemin d'une femme qui avait osé démolir sa propre prison pour voler, comme un phénix renaissant de ses cendres. En quittant ce feu rouge et les ombres de mon passé derrière moi, un calme profond s'est installé dans mon cœur. J'ai compris que le son de cette machine électrique n'était pas le son de la destruction, mais la cloche qui avait réveillé la lionne endormie en moi. Pendant des années, j'ai cru que le sacrifice et la soumission apporteraient la paix. Je me suis tué au travail pour construire une façade de famille parfaite, en soutenant une belle-mère cruelle et un mari parasite. Je pensais que mon dévouement achèterait leur respect, mais il n'a fait qu'alimenter leur avidité et leur peur de mon indépendance. L'attaque sur mes cheveux était leur tentative de détruire ma fierté, mais ce qu'ils ont vraiment fait était de trancher les dernières chaînes qui me liaient. Quand une femme est poussée à bout, sa résurgence a la force d'un ouragan. Ma vengeance n'était pas un acte de cruauté, mais de survie. J'ai détruit la cage dorée dans laquelle je vivais. Un processus douloureux, mais nécessaire pour renaître, plus forte et plus libre que jamais. De mon histoire, je tire des leçons vitales. La première et la plus importante est l'indépendance économique. L'argent n'achète pas le bonheur, mais c'est l'armure qui protège notre dignité. C'est ma stabilité financière qui m'a permis de couper leurs ressources et de reprendre ma vie. Femme, souvenez-vous, l'amour peut échouer, mais votre capacité à générer des revenus ne vous abandonnera jamais. Elle nous abandonnera. La deuxième leçon est que le sacrifice n'a de valeur que lorsqu'il est donné à quelqu'un qui le mérite. Endurer les abus n'est pas une vertu, c'est de la cruauté envers soi-même. Nous devons établir des limites fermes, protéger notre estime de soi, aimer, haïr et surtout oser lâcher ce qui nous nuit, c'est le vrai acte de courage. Le destin des Asuncion et Ruben est un exemple clair de la loi de cause à effet. Ils ont semé l'avidité et récolté la misère. Ils ont semé la tromperie et ont été trompés. Leur chute n'était pas mon œuvre, mais la conséquence inévitable de leurs propres actions. En les voyant mendier, je n'ai ressenti aucune joie, seulement la réalisation que la vie est juste à sa manière. Vivez avec gentillesse, mais aussi avec intelligence. Gentillesse pour ne pas nuire aux autres, et intelligence pour que personne ne puisse vous nuire. Mon histoire a fermé son chapitre le plus sombre. Maintenant, chaque matin, je savoure mon café, mon travail, ma liberté. Le ciel est vaste, et le bonheur ne vient que quand nous fermons résolument les portes de la douleur. Ne craignez pas la solitude ni le divorce. Il vaut mieux être une femme qui a quitté son mari qu'une femme qui s'est abandonnée elle-même. Le bonheur est entre nos mains. Nous devons oser traverser la tempête, parce que de l'autre côté, l'arc-en-ciel nous attend toujours.